Le scrutin présidentiel de ce 22 février 2020 a été marqué par un engouement sans précédent. Les populations togolaises se sont mobilisées massivement, répondant ainsi à l'appel de Monseigneur Philippe Fanoko Podro, archevêque émérite de Lomé. On note une nette amélioration du taux de participation, aussi bien à Lomé, la capitale, qu'à l'intérieur du pays. Le candidat de la dynamique Podro, Agbeyome Kodjo, tient à remercier vivement les populations togolaises pour les suffrages exprimés en sa faveur. Il exprime sa gratitude à toutes celles et tous ceux qui l'ont soutenu durant tout ce processus électoral et dont la mobilisation ce jour le place en tête du scrutin. En effet, selon les chiffres qui nous parviennent des différents bureaux de vote, le candidat est largement en tête dans le Grand Lomé et dans la région maritime et a réalisé de bons scores dans les autres régions du Togo. Toutefois, le scrutin a été émaillé de nombreuses irrégularités, notamment des opérations de bourrage d'urnes, des bureaux de vote fictifs, des votes multiples, des procurations irrégulières, l'ouverture d'un registre d'OMI dont les votants dépassent largement le nombre d'inscrits dans les bureaux de vote. Par ailleurs, les délégués du candidat Agbeyome Kodjo dans certains bureaux de vote ont été chassés, violentés et dépossédés de leurs motos. Le candidat de la dynamique, Monseigneur Podro, dénonce avec la plus grande vigueur ces violations flagrantes du code électoral et des normes sous-régionales. Plus grave, les domiciles du candidat Agbeyome Kodjo et de Monseigneur Podro ont été assiégés cet après-midi par les forces de la gendarmerie nationale pour des motifs inconnus. À cette heure, le siège n'a pas encore été levé chez Monseigneur Podro. Le candidat dénonce avec énergie ces pratiques d'intimidation et de violation des dispositions du code électoral et prend à témoin l'opinion nationale et internationale. Il tient également à féliciter la communauté internationale pour sa vigilance vis-à-vis du scrutin de ce jour. Le candidat lance un appel solennel à tous les autres candidats et à tous les partis politiques, ainsi qu'aux organisations de la société civile engagées dans la lutte pour l'alternance démocratique, de rester mobilisés pour faire triompher la vérité des urnes afin de réaliser l'alternance en 2020. L'alternance, c'est 2020, l'alternance, c'est maintenant. Fête à Lomé le 22 février 2020, Dr Messan Agbeyome Kodjo. Je vous remercie. Philbert Sassou Atisso est le coordinateur général de la campagne du candidat Agbeyome Kodjo. Nous n'avons pas voulu ce soir balancer des chiffres, même si nous en disposons, mais il y a une compilation assez importante de résultats et de procès-verbaux dans tout le pays que nous avons fait. Nous avons été largement au-delà de 60% de compilation à l'heure actuelle. Nous ne voulons pas balancer de chiffres ce soir. Le candidat président Agbeyome Kodjo ayant joué des rôles importants dans ce pays, n'ont pas voulu donner l'impression de contourner les institutions du pays. Nous voulons donc leur donner la chance, je ne veux pas dire de se racheter, mais en tout cas de s'arracher à l'industrie de la fraude qui est en cours dans tout le pays et de pouvoir pour une fois tout au moins annoncer des résultats qui soient proches de la réalité. Je voudrais aussi ajouter qu'on aura quelques questions. Les questions peuvent s'adresser. On va prendre au maximum une dizaine. Une question pertinente. Je pense que si la CENI corrige les irrégularités que nous dénonçons, il n'y a pas de raison, nous passons au premier tour. Concrètement, là vous dénoncez des fraudes, mais le camp du pouvoir a également
annoncé qu'ils étaient déjà en train de fêter une victoire imminente. Qui était en train de fêter une victoire imminente, apparemment, ils disent aussi de leur côté. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous répondez à cela, du coup? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je réponds. Je crois que c'est une mauvaise blague. Et que Faure lui-même est conscient qu'il ne peut pas gagner dans cette élection-là de toute façon au premier tour. Et puis en fait, je pense qu'un de vos confrères a annoncé cet après-midi que en fait, vu les dénonciations de fraude qui ont émaillé dans ce scrutin, il est impossible au candidat sortant d'être élu de au premier tour. Voilà. C'est-à-dire que dans la position où nous sommes aujourd'hui, si, avec l'aide de nos populations, parce que ce sont leurs suffrages qu'on est en train encore de voler, avec l'aide de la population et de la communauté internationale, le président sortant et son gouvernement seront obligés de reconnaître que nous avons gagné du au premier tour. Voilà. Vous dire qu'ils sont en train de préparer une mini-fête, je crois que c'est pour faire diversion, parce que ce qui s'est passé, c'est un véritable tsunami. Et concrètement, quel type de fraude vous craignez à l'heure actuelle qui soit en train de se passer? Non, je crois que le scrutin, de toute façon, a déjà eu lieu. Et nous avons du moins des preuves matérielles sur plusieurs types de fraudes. Des maisons qui n'ont pas été référencées au niveau donc, de la CENI comme étant du bureau de vote. On a voté là, contre de l'argent. Même hier nuit, on récupérait les cartes d'électeurs dont c'est des populations contre donc, des kilos de riz. Donc les images sont là et les gens peuvent témoigner. Je crois quand même que donc, les gens sont en train de vaincre la peur. Hein, parce que d'une manière ou d'une autre, Faure lui-même et son gouvernement sont conscients qu'ils ont été laminés. Aujourd'hui, le taux de participation m'a rappelé donc ce que nous avons vécu en 1998, lorsqu'il y avait un duel entre le général Yadema et M. J.Christ Olympio. Il y a un taux de participation très élevé. Et je dis, ça fait longtemps qu'au Togo ici, nous n'avons plus trouvé ou connu du moins un scrutin avec un tel taux de participation. Donc en fait, ils savent qu'ils ont été laminés. Ben, bon, ils sont au pouvoir, ils sont en train de jouer un peu, mais dans tous les cas, en conscience, ils savent qu'ils n'ont pas gagné. Je voudrais aussi rappeler que normalement, les domiciles privés ne peuvent pas être des lieux de vote dans la loi, dans le code électoral au Togo. Et on a retrouvé, vous aussi sans doute autant que nous, des domiciles privés habités par des locataires qui ont été érigés en lieu de vote. Je voudrais aussi rappeler que selon les tendances que nous avons actuellement, même si nous nous gardons à la demande du candidat d'avancer des chiffres, nous sommes largement en avance, mais largement de chez largement dans la région maritime, qui est la région la plus habitée du pays, et dans la région des plateaux. S'il y a un coup d'à-coude dans la région centrale, on s'est rendu aussi compte que dans la région de la savane, nous avons fait des scores excellents. Peut-être que dans la région de la Kara, qui est la région d'origine du chef de l'État, et comme les élections sont relativement quand même un peu, je ne vais pas dire tribalistes, mais ethniques au Togo, et comme dans la plupart des pays de la sous-région, on peut avoir un score relativement acceptable pour le président sortant. Je voudrais aussi rappeler pour finir que nous avons compilé en ce moment des images ainsi que de courtes vidéos dans beaucoup de bureaux de vote. Nous en avons quelques centaines en ce moment, nous continuons de les rassembler et au moment venu, n'hésiterons pas à communiquer sur ça auprès de vous, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a vos contacts. Quand on connaît un peu la cartographie électorale, l'esquisse de la cartographie électorale du Togo, il y a le Grand Lomé qui est un vivier d'électeurs, il y a la région maritime qui est un vivier d'électeurs, il y a la région des plateaux qui est également un grand vivier d'électeurs. Ça ne veut pas dire que les autres régions n'ont pas d'électeurs ou qu'elles sont négligeables. Mais au vu des chiffres qui nous parviennent, nous sommes en tête dans le Grand Lomé, dans la région maritime, dans la région des plateaux, c'est Kif-Kif, et un peu vers le nord, c'est Kif-Kif. Donc il est évident que si UNIR nous dit qu'elle fait une victoire au cours de ce scrutin, c'est une belle blague. Nous sommes en tête du scrutin. Nous ne voulons pas aller plus loin en disant que nous avons gagné au premier tour, mais une chose est certaine, c'est que nous sommes, le candidat Guillaume Kodio est en tête du scrutin. Oui, monsieur Sautet de vie. Je voulais juste compléter dans le prolongement de ce qui vient d'être dit qu'un parti politique important, c'est-à-dire l'ANC, vient de sortir un communiqué aujourd'hui, vous l'avez lu certainement, qui place vraiment les deux PDD en tête
y compris UNIR. Donc il est impossible ce soir de dire que UNIR peut fêter la victoire, sachant que un grand parti, l'ANC, voilà. Le parti de Jean-Pierre Favre. Voilà. C'est juste pour vous. D'accord. Vous avez dit que vous avez compilé les résultats. Si lundi, puisque les résultats provisoires seront proclamés lundi, si lundi la CENI proclame autre chose par rapport à ce que vous avez compilé, qu'est-ce que vous allez faire? J'imagine que la CENI ne peut pas se hasarder de publier autre chose que autre chose différente du sentiment général qui traverse le pays aujourd'hui de la communauté internationale. Ce n'est pas possible. Je vous ai dit que je veux respecter les institutions de mon pays. Je ne veux pas anticiper sur quoi que ce soit. Mais sinon, je vous aurais invité donc, à un barbecue géant. Donc ici, ce soir, en train donc, de célébrer la victoire de la coalition de Monseigneur Kodjo. Je vais respecter les institutions de mon pays. Mais je dis, la CENI ne peut pas. Mais si elle se hasardait, je suis sûr qu'elle aura la réponse de la part des populations. Et peut-être moi-même, je prendrai le devant. Dans la mesure, admettons que Fournier Sindé UNIR annonce sa victoire dans les prochaines heures ou les prochains jours, quelles vont être les directives que vous allez donner à vos partisans, aux militants de la société civile et aux autres candidats de l'opposition? Je crois que si le président sortant annonçait une victoire improbable, je crois que les organisations de la société civile, comme toutes les formations politiques, de tout temps réagiront. Et donc, nous allons demander à épuiser les voies de recours, mais je ne suis pas sûr que Fort commettrait une telle forfaiture. Il y en a déjà beaucoup donc, qui ont émaillé du monde sur le scrutin. Bon, il ne va pas en rajouter. Il va créer davantage donc, de problèmes dans le pays. Il y en a déjà, mais je crois qu'une crise politique de cette nature-là, je ne sais pas s'il pourrait en survivre. Ne pensez-vous pas que vous dirigerez le pays vers un 2005 bis? Un 2000 5 bis, savoir la manière dont vous appelez les gens à prendre leurs responsabilités. Vous avez dit, en cas de fraude, ils trouveront le peuple togolais, ils me trouveront sur le... C'est ce qui s'est déjà passé. Vous savez, 2005, elle rappelle beaucoup de choses. L'éruption subie de l'armée, directement dans la vie, comment je dirais, de la nation, imposer donc quelqu'un comme successeur sans respecter ce que dit la Constitution en matière de dévolution du pouvoir, ça fait beaucoup de dégâts en termes d'image pour le pays, en termes également de toute façon de perte en vie humaine. Et je crois quand même qu'il n'y a pas longtemps, au cours de cette campagne, Fort lui-même déplorait cela. Et avant cela, devant cette campagne, il ne dit plus jamais cela. Un des ministres donc, de l'ancien régime disait qu'on ne piétine pas les testicules d'un aveugle 2 fois. Donc ce que les Togolais ont eu, nous en avons tiré de beaucoup de leçons. Et je ne pense pas qu'en demandant aux Togolais, dans la situation difficile que nous traversons en ce moment, de défendre leur suffrage, je n'invite pas de toute façon l'armée à aller massacrer la population. Je crois qu'il faut nuancer les propos. Personne n'est content de toute façon de se savoir voler. Et donc, nous disons que pour ce scrutin, il est interdit de voler. Voilà, simplement ce que je dis. Je ne demande pas un affrontement. Ce qui s'est passé là, je crois quand même que pour imposer, du moins le président sortant, qui prend timidement la situation de son père, du moins dans un environnement international du monde tendu, je ne suis pas sûr si on le lui proposait, s'il le répéterait. Je crois quand même que ça lui poserait quelques soucis. Est-ce que vous avez actuellement la conviction que la vérité des yeux sera respectée? Moi, j'ai la conviction que dans les semaines à venir, là, je dirigerai ce pays. Même si la télé ne vous proclame pas? C'est parce que l'hypothèse que la CENI, dans le pire des cas, n'organise pas de moins un second tour
entre le président sortant et moi, je dis je l'exclus. Si vous êtes élu président, est-ce que vous allez proposer un poste à Fornia Simbe ou travailler en collaboration avec lui? Je crois qu'il est suffisamment fatigué et qu'il mérite quelques vacances. Voilà. Parce que ça épuise quand même, hein, 15 ans là. Ah oui, parce que vraiment, je sais à sa place, donc je n'aurais pas tenté de monter le 4e mandat. Ouais. Je voudrais aussi rappeler que M. Abdoumé Kodjo était à la fois président de l'Assemblée nationale et Premier ministre. Et que je l'ai eu du moins comme député. Et il sait très bien combien le pouvoir est usant. Et je crois que c'est assez sympathique plutôt d'accorder une vacance à son prédécesseur pour l'Assemblée. Je crois aussi en écoutant le candidat, puisque je m'occupe de sa communication, je crois que le candidat n'écarte pas la possibilité d'associer des gens du camp sortant, tout ce qui vont sortir, donc du camp sortant à la gestion du pays dans les tout prochains jours. Absolument. Je ne sais pas s'il n'y a pas d'autres questions. Vous avez un peu légèrement continué la question, mais je ne suis pas encore satisfait. Est-ce que vous allez appeler les Togolais à être dans la rue si votre hypothèse ne passait pas? C'est-à-dire que l'hypothèse sur laquelle Fornia Simbe c'est notre premier président, ça reste une hypothèse. Alors si ça ne passait pas, vous allez appeler les Togolais à sortir massivement pour manifester. Nous savons la suite. Je crois que les menaces qui ont pesé sur Fornia Simbe après les événements de 2005 sont telles que si c'est la seule arme qui lui restait de se maintenir contre la volonté populaire, il ne l'utiliserait pas. C'est clair, je reprends. Si mater les populations, violer le domicile, au point où certains habitants inscrivent sur leur maison déjà frappée, sans compter le nombre de centaines de morts enregistrés, enfin de toute façon il y a un conflit entre les chiffres des différentes commissions, donc d'enquête. Et l'ONU a tranché en disant que c'est 500, bien que nous tous nous savons que c'est bien au-delà de 500. Je dis bien, les menaces qui ont pesé donc en termes de sanctions au niveau pénal, au niveau international, je dis bien, si c'est la seule arme qui lui restait donc pour conserver le pouvoir, il n'en ferait pas recours. Je voudrais rappeler que l'ONU a annoncé qu'il y a eu au moins 500 morts. En français courant, ça signifie qu'il y a eu sans doute beaucoup plus que ça. La Ligue togolaise des droits de l'homme a annoncé au moins 2000 morts. Et la commission mise sur pied par le régime RPT uni, Kofigo a annoncé 156 morts au moins. Mais pour nous, au niveau du candidat Abdoumé Kodjo, même s'il y a 2 morts, c'est déjà 2 de trop. Alors que les Togolais se sont battus pour vivre plus heureux dans un autre régime. Je ne sais pas s'il y a une autre question. Oui. Marcel Agressino, reporter Victoire FM. Ouais, ce soir, nous avions appris, comme tout le monde, que votre maison a été séquestrée. Quelles sont les raisons qui sous-tendent cette séquestration? Première question. Deuxième question. Si on renverse la tendance et on vous convie au 2e tour, quelles seront vos réactions? Oui, nous avons été surpris. D'ailleurs, j'étais avec Madame Diamago et les autres étaient donc sur le terrain en train donc de nous ramener les PV. Et quand on est venu nous signaler que nous sommes séquestrés, d'abord même je crois qu'on avait appris pour Monseigneur Kodjo, on s'est dit mais quelle est cette histoire-là? Et on cherchait les voies et moyens donc en tout cas d'intervenir pour la levée du siège chez lui. Quand on m'a dit que moi-même ici séquestré. Bon, donc il fallait de toute façon lutter pour nous deux. Donc j'avais signalé déjà à certains milieux que Monseigneur Kodjo a été séquestré. J'étais obligé de revenir à nouveau pour dire que non, il n'est pas que seul, et que moi-même qui plaidais de sa libération, donc moi aussi je suis dans le cas. Bon, ça a évolué, les résultats vous les connaissez, je crois que ça a été dit dans l'exposé. Les raisons, apparemment de toute façon, un des journalistes est venu me voir, est-ce que l'officier donc de cette mission est venu me dire les raisons pour lesquelles j'ai été séquestré? J'ai dit non. Donc, ils sont venus donc à 17h et à 20h, ils se sont retrouvés. Donc, vous dire maintenant que je sais les raisons pour lesquelles. Voilà. Mais j'ai lu à travers les dépêches que le ministre de la Sécurité aurait dit que
il y a quelques individus qui voulaient m'agresser, qu'on me protégeait. Et le directeur général de la gendarmerie dit que non, il semblerait que j'ai demandé au FOSEP de venir. J'ai dit, mais FOSEP, pendant les élections, ne m'a pas protégé. Alors qu'il y a eu des dépêches qui ont annoncé de toute façon des menaces sur ma vie, ainsi que celle de Monseigneur et de son directeur de cabinet. Ils n'ont rien fait. Et nous avons lu même dans la presse que le ministre de la Sécurité dit qu'on nous aurait proposé donc, des services de sécurité pour nous protéger et que c'est nous-mêmes qui avons décliné notre gros mensonge. Et donc, les raisons, je ne connais pas, mais je crois que c'est lié au scrutin. Elles sont craignées de toute façon que devant moi, il y aurait une liste populaire qui manifesterait ceux qui ont porté le suffrage sur moi. Je n'en sais rien. Mais dis quand même que c'est un fait que nous avons subi et sans aucune explication. Et je crois quand même qu'un pays du monde dans la démocratie et en construction, un pays a quand même des principes, non? On vient, on séquestre comme ça et puis on repart sans rien dire. Donc voilà. Mais maintenant, si on annonce de toute façon qu'il y a un deuxième tour, eh bien, je ne suis pas seul. Je suis donc entre Monseigneur Philippe Okpojoro et également donc l'équipe de campagne, le team qui dit chaud, nous en aviserons en ce moment-là. Je dois aussi rappeler que, comme on l'a dit tout à l'heure en début de conférence, l'ANC, qui est le parti de Jean-Pierre Fabre, a subtilement reconnu, je ne vais pas dire la victoire, mais le placement en tête à Gourmet Kodjo. Quelqu'un posait la question de savoir si on allait appeler les populations dans la rue. Moi, je crois que ça va être notre dernier recours, parce que nous avons d'autres moyens, qu'ils soient diplomatiques, qu'ils soient des moyens de pression, des moyens de réseau, que nous allons d'abord épuiser. Et je pense que compte tenu des moyens qu'on a dans ce sens, ça va être difficile de les épuiser sans obtenir un résultat. Mais au cas où on n'obtiendra pas, on n'aura pas le choix que de demander aux populations bien évidemment de défendre avec leur une. Je dois aussi rappeler que pendant la séquestration qui a duré 3 heures, comme le disait le président tout à l'heure, il n'était permis à personne de venir dans la maison, ni à ses enfants, ni à ses proches. La voiture de Brigitte Adjamangbo était bloquée quelque part. Le président envoyait son chauffeur faire des courses à son retour. La voiture officielle du président en tant qu'ancien Premier ministre ne pouvait pas rentrer chez lui. Moi-même, j'ai passé une demi-heure à attendre, mais pour moi, ça ne posait pas vraiment de problème. C'est vrai que j'étais en treillis, c'était un peu suspect. Et donc, je voulais aussi rappeler que dans l'entourage du président, nous avons répertorié 19 personnes, dont, notamment certains de ses enfants, des proches, des collaborateurs, moi-même et d'autres, dont les numéros ainsi que les numéros du président sont coupés. Absolument. Donc, au-delà du fait qu'il n'y a pas Internet, nos cartes SIM sont caduques jusqu'à ce que, éventuellement, le régime ne décide de nous redonner le parole. Voilà, merci monsieur le directeur de la communication. Monsieur, mesdames les journalistes, merci à vous d'être venus, malgré que nous vous avons appelé à une heure assez tardive. Merci beaucoup à vous.